Alors, pour répondre tout de suite à la deuxième question, oui, il y a une logique de coercition envers Taïwan. Les axes de modernisation de l'armée populaire de libération aujourd'hui, que ce soit dans l'aéronaval, que ce soit pour la force des fusées, reflètent en tout point la préparation d'un potentiel scénario taïwanais, si tel était la direction politique suivie par Pékin. Je pense qu'il faut séparer la question doctrinaire quelque part, puisque la Chine a des doctrines militaires. Elles ne sont pas explicitement tournées contre Taïwan, mais quand on va fouiller un petit peu les logiques stratégiques qui les fondent, on se rend compte que c'est quand même extrêmement lié. Par exemple, pour parler simplement des doctrines de la marine, aujourd'hui, il y a deux doctrines qui se renforcent dans la posture chinoise par rapport à Taïwan, dans la posture de la marine chinoise. La première, c'est les mers proches, le contrôle des mers proches. Et ça veut dire, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la carte autour de Taïwan, Taïwan est au centre de ce qu'on appelle une chaîne d'îles qui s'étend du Japon jusqu'à l'Indonésie en passant par Taïwan, les Philippines et Okinawa. Et cette doctrine des mers proches appelle la Chine à avoir une supériorité, une suprématie dans les eaux à l'intérieur de cette chaîne d'îles. Malheureusement pour les Chinois, ça ne suffisait pas. Et en plus de ça, ils ont une deuxième doctrine qui vient la compléter, qui s'appelle protection des mers lointaines, qui est un axe qui date environ de 2015, et qui appelle la Chine à développer des moyens de projection maritime vers le grand large, qui ont deux buts. Le premier, c'est d'aller... la Chine, comme beaucoup d'États, est dépendante de certaines importations énergétiques qui viennent en partie du Moyen-Orient, mais elle est dépendante aussi d'autres types d'exportations forcément. Mais toutes ces lignes maritimes, il faut les surveiller, il faut les protéger. Parce que si jamais quelque chose se passe mal pour la Chine, qu'il y ait une crise quelque part dans sa périphérie immédiate, elle ne veut pas être en position passive par rapport à toutes ces routes maritimes. Elle ne voudrait pas que ces routes soient coupées, par exemple par l'US Navy, qui elle est par contre bien disposée partout sur les océans du globe. Et l'US Navy, évidemment, les États-Unis étant les protecteurs potentiels de Taïwan en cas de problème là-bas. Et là, du coup, il y a un lien qui est très fort entre ces problématiques de défense dans les mers proches et dans les mers lointaines. La Chine est obligée non seulement d'avoir la supériorité dans les mers proches, mais aussi de se sentir en confiance dans les eaux bleues, dans l'océan Indien. Et c'est comme ça que vous voyez l'établissement de toute une série de bases chinoises, ou alors tout simplement, même quand on n'y est pas encore là, on s'aperçoit que la Chine investit dans des ports, on s'aperçoit que ces investissements viennent avec des entreprises d'État qui sont connues dans la militarisation aujourd'hui de la mer de Chine méridionale. Voilà, sur le côté doctrine, je suis sûr qu'il y a encore plein de choses à dire, mais voilà. C'est une excellente question. Les Américains ont répondu à votre question sans y répondre. Alors d'abord, peut-être on peut rappeler un peu ce que c'est cette ambiguïté stratégique. Depuis 1979, quand le président Carter a choisi d'entretenir des relations diplomatiques avec Pékin plutôt qu'avec Taipei, eh bien, le Congrès américain a passé une loi qui s'appelle le Taiwan Relations Act et qui oblige par force de loi les États-Unis à fournir au peuple de Taïwan, entre guillemets, les moyens nécessaires pour se défendre sans limite de durée et par rapport au niveau de menace. Voilà, cette loi, elle permettait donc à Taïwan d'assurer sa propre défense, mais en même temps, les États-Unis, dans ce Taiwan Relations Act, il n'est pas marqué que les États-Unis interviendraient forcément lors d'un... si les Chinois employaient la force dans le détroit. Ils se bornent à dire
que la sécurité du détroit et le fait que cette affaire soit réglée pacifiquement est un intérêt central pour les États-Unis, pour résumer. Et ils avaient cette ambiguïté stratégique parce qu'ils craignaient aussi, quelque part, que Taïwan se reposerait sur une garantie d'intervention pour franchir des lignes rouges pékinoises et qui déstabiliseraient la relation. Alors ça, c'est pas un intérêt américain. L'intérêt américain, c'est plutôt que les choses continuent telles qu'elles sont. Ils sont partenaires avec Taïwan. Taïwan n'est pas contrôlé par la République populaire de Chine, puisque voilà, donc sa position sur la Chine d'île, c'est un intérêt américain. Et en même temps, il n'y a pas de dispute dans le détroit, puisque les Chinois sont dissuadés à la fois. Donc en fait, avec cette ambiguïté, plus ce soutien à Taïwan, ils arrivaient à obtenir les deux choses. Sauf que ça marchait pendant un moment, jusqu'à que la Chine, avec son développement économique, avec son développement industriel, eh bien, soit accompagnée d'une très forte modernisation militaire. Donc, avec cette montée en puissance chinoise, qui au final, en fait, oblige les Américains, on voit ce que les Chinois font, on parle de manœuvres en zone grise, en fait, c'est un espèce de gradualisme autour de l'île qu'ils encerclent d'abord par les airs, ensuite par les mers, et ensuite en se rapprochant petit à petit de leur cible. Ça a forcé les Américains à virer petit à petit, mais en fait pas tout à fait complètement, vers ce qu'on appelle la clarté stratégique, en opposition à l'ambiguïté stratégique. Et c'est ce que Joe Biden a fait 4 fois pendant son mandat, en disant est-ce que des American men and women would defend Taiwan? Et lui a dit yes, voilà, tout simplement. Mais quelque part, il n'a pas dit comment exactement, il n'a pas dit exactement à quelle intensité. Et ça, c'est relativement clé également, puisque voilà, depuis le retour de Trump au pouvoir cette année aux États-Unis, quelque part, les stratèges américains ne sont pas toujours convaincus que Taïwan mette vraiment, pour ainsi dire, le paquet pour assurer sa défense, que ce soit au niveau du budget, que ce soit au niveau de la direction stratégique doctrinale qui est retenue à Taipei. Ça n'a pas toujours été fait de manière à correspondre au goût des Américains. Pour que Taipei ne se repose pas entièrement sur l'hypothèse d'une intervention américaine à leur égard, eh bien les Américains gardent quand même une forme d'ambiguïté sur une possible intervention dans le détroit de Taïwan. Et c'est pour ça que l'actuel sous-secrétaire à la défense américain, qui s'appelle Elbridge Colby, quand il a été confirmé au Sénat en mars 2025, il a dit Taïwan, alors il a dit d'abord Taïwan n'est pas un intérêt existentiel pour les États-Unis. Ça, évidemment, ça a fait réagir tout le monde. Et ensuite, il a dit mais une perte de Taïwan aurait des conséquences catastrophiques sur les intérêts américains. Donc, quelque part, dans cette position américaine aujourd'hui, il y a un côté, oui, nous interviendrons certainement en faveur de Taïwan, mais pas à n'importe quel prix, et en suivant l'évolution du rapport de force avec Pékin. Puisque les États-Unis voient bien que les Chinois investissent énormément dans cette mission. Voilà, l'ambiguïté, elle est là.